meilleur exemple, moi, c'est mon associé. Il est sorti d'un BEP. Lui aussi, il a charbonné encore 10 fois plus que moi, tu vois. Il a travaillé en tant qu'éboueur, il a travaillé dans des casse-dalleries, au SMIC, au Black, tout ça. Et au bout d'un moment, il a dit non, je vais arrêter et je vais devenir développeur, je vais devenir informaticien. On me dit, il y a de l'argent dans la finance. Trader, tu fais 1 million l'année, tu roules en Porsche, la City, London, t'inquiète. C'est vrai ça. Donc je me dis, c'est vrai, c'est pas des lol, frère. Vu, toi. Je l'ai vu, c'est un truc de ouf. Et après, quand tu dis que ouais, on n'est pas à l'aise ou quoi, ou autre, ben un mec du 16e, il va dans le 9-3, il est autant pas à l'aise que toi, tu vois. Redon, bonjour. Salut Julien. Alors déjà, je voulais préciser qu'on se connaît depuis le début des années 2000, car on était au lycée à Saint-Ouen. Ça ne rajeunit pas. Ouais, à Auguste Blanqui. On a fait quasiment 4 ans là-bas. Seconde, première, machin, et puis après... Je n'ai pas redoublé, mais j'ai fait plus de temps que toi. T'as fait combien de temps, toi? Moi, j'ai fait 5 ans. Ah, t'as fait 5 ans. Et j'ai pas redoublé. En fait, quand tu sors du lycée, avec ton bac, en fait, tu sors pas du lycée. Tu restes à Blanqui. Dedans. Ouais, tu restes à Blanqui. Parce qu'ils ouvrent une classe de prépa, elle s'appelle Hippocagne. Pourquoi déjà avoir fait cette prépa? Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu sors avec ton bac, tu sais ce que tu veux faire? Non, je sais pas ce que je veux faire. Tu sais pas? Moi, quand j'arrive au bac, je me dis un truc. Je me dis, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime le business, parce que tu te dis, ouais, on vient d'un milieu assez, entre guillemets, assez peu favorisé financièrement, mais dans les valeurs, etc., on est quand même bien lotis, on a une bonne éducation, etc. Et du coup, l'anglais, je kiffe, je parle arabe, tout ça, je me rends compte en fait assez tôt que avec les langues, bah, tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Et c'est marrant, tu vois. Tu es là, tu parles avec des touristes sur les champs, tu vois les ambiances galères au lycée. Tu vois, tu as 1 heure de trou, tu prends la ligne 13, tu es à Saint-Lazare, tu es sur les champs, tu vois des Anglais, tu parles et tu te rends compte que tu arrives à faire quelque chose que les autres ils n'arrivent pas à faire grâce aux langues. Donc moi, c'était les deux choses. On arrive au lycée, on avait une clique, il y avait Magid, il y avait Ahmed, les têtes qu'on avait, Didier. Et en fait, ce qu'on faisait, surtout avec Magid et Ahmed, on était une clique en fait où voilà, tu vois, on aimait bien rigoler, on aimait bien les cours, on avait des capacités qu'on savait pas forcément exploiter, c'était la phrase qu'on avait dans tous les bulletins. Et on a une prof qui voit en nous un potentiel parce qu'en fait, on faisait les sbeuls dans toutes les classes. Et en anglais, on avait une autre clique de 3, Ahmed, moi, Magid, on était les plus bruyants, les plus turbulents. Et la prof, elle ne pouvait rien nous dire parce qu'à chaque contrôle, c'était 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17. Ah, l'immunité de ouf. Un jour, elle nous arrête après le cours, elle nous dit, passez nous voir. Puis, laissez au moins les autres respirer, laissez-les étudier, tu vois. On sait que vous avez des bonnes notes, mais pensez aux autres. Et elle me dit à moi, et je me souviens, il y a moi et Magid, elle nous dit, ouais, il y a une classe prépa, pensez-y, ça peut être un tremplin pour vous. Et là, t'es en seconde, là? Non, on est en terminale, là. En terminale, c'était déjà en terminale. Mais la classe prépa, ça s'est fait, voilà, ça s'est fait sur un détail. Nous, on était comme ça, on avait tous les trois la même idée, le business, les langues, voilà. Et on s'est dit, il y a un truc à faire, c'est LEA. Langue étrangère appliquée à la fac. Tu fais des langues, tu fais du commerce international, et après, ça roule. Et du coup, on est partis tous les trois, on a tenté la Sorbonne. D'accord. On s'est dit, on veut aller sur Paname, on veut pas aller à la fac de Villetaneuse, avec tout le respect. D'ailleurs, la fac de Villetaneuse, maintenant, elle s'est appelée Paris-Sorbonne, elle a changé de blase. C'est vrai? Je te jure. Et du coup, on a postulé à la Sorbonne. Il n'y a que Ahmed qui a été pris. Nous, à cause de nos dossiers, on s'est fait recaler. Du coup, Magid, il est parti à Villetaneuse. D'accord. Et moi, je me suis fait recaler des BTS. DUT, c'était 50 € par dossier. J'ai dit, je ne paye pas pour avoir l'école publique, je ne fais pas les dossiers, je ne fais pas de DUT. Et du coup, après, je vois prépa. Je me dis, attends, la prépa, c'est les filières les plus hard à avoir. Je dis au mec, je dis, vas-y les gars, venez, on fait une prépa, tout ça, en plus ça à Saint-Ouen et tout. Ils disaient, non, on va pas rester au lycée, tout ça et tout. Donc moi, je me dis, vas-y, je me lance dedans, je sais pas ce que je vais faire. Et là où ils m'ont séduit, c'est qu'ils m'ont dit, quand tu fais la prépa, tu as une équivalence à la Sorbonne. Donc je me dis, je me suis fait recaler de la Sorbonne, mais j'aurais quand même mon diplôme quand j'aurais fait la prépa. C'était quoi? C'était une affiliation? Ouais, c'était une équivalence. En fait, si tu veux, les classes prépa, c'est vraiment des classes super cotées. Ça veut dire, tu charbonnes vraiment, tu vois. Mais en fait, quand tu fais une classe prépa, ce que j'ai appris plus tard, c'est que c'est comme si c'est une filière généraliste. Donc tu vas faire, par exemple, littéraire, tu vas faire des lettres, tu vas faire de l'anglais, tu vas faire de ta deuxième langue, histoire, géo, mais tu fais l'équivalent d'une licence dans chaque matière. C'est comme si en vérité, tu fais 8 licences en parallèle. Parce qu'au final,
Ouais, sur 2 ans, parce qu'au final, en fait, ils te disent quoi? Ils te disent tu choisis l'équivalence que tu veux. Et même maintenant, ce qu'ils ont fait plus tard, c'est que quand tu fais une classe prépa, tu fais une double licence. Ça veut dire que tu fais à la fois une licence d'histoire, une licence de trucs. Et après, quand tu réussis bien les concours, tu peux même passer directement en master. Tu sautes une classe à la fac quand tu fais une prépa. Et du coup, bah, j'arrive en prépa. C'est marrant, tu vois, nous, on était dans des classes, beaucoup de diversité. Ça veut dire, sur une classe de 20, il y a 2-3 tout ça, tu vois. Et j'arrive dans la classe en prépa à Blanqui. Et en gros, bah en fait, il y a 2-3 rebeux. Et tout le reste, c'est des babes toutes Paname et tout. Ouais, je me rappelle. Et du coup, bah, quand on arrive en prépa, tu connais les ambiances. En récréation, je suis le seul du lycée, donc je descends avec toi, avec Didier, avec les potos, tout ça. Et tout le monde dit, mais tu fais quoi dans cette classe-là? Classe de baba cool, classe de... Les cracheurs de feu, ouais. Exactement. Et les mecs, en fait, ils me disaient, mais tu fais quoi? Et dans le quartier aussi, ils me disaient, tu fais quoi? Les petits, ils me voyaient, t'es encore au lycée, t'as pas eu ton bac, si. Je leur dis, si, je fais une prépa. Ils me font, c'est quoi une prépa? Je leur fais, écoute, c'est comme un BTS, mais en mieux. Donc tu fais Cagne et Hippocagne, tu l'as. Non, je vais pas. En fait, si tu veux, c'est long. Hein. Cannes-Hippocane, c'est du bon char. La moyenne en prépa, c'est 8 sur 20. Moi, j'arrive, premier devoir de philo, je charbonne dessus. Le mec, il me met 4 sur 20, il me dit, vous vous moquez du monde. Bah, c'est là, en fait, que tu te rends compte qu'il faut charbonner, il faut travailler. T'as une disserte par semaine. La disserte, pour la faire, il faut lire au moins 10 livres. Après, bah, tu apprends les techniques pour optimiser. Tu lis pas tout le livre, tu regardes la table des matières, tu vas dans les chapitres qui t'intéressent. Mais en gros, il faut parcourir 10 livres par semaine. Donc c'est le bon char. Mais on me dit, on va pas te juger sur tes notes, on va te juger sur ta capacité à progresser. En fait, moi, comme je te disais, c'est les langues et le business que je voulais. La classe prépa, c'était une passerelle pour accéder à la Sorbonne et aussi pour accéder aux écoles de commerce. Donc la classe prépa te prépare pour un concours de lettres, le concours de l'école normale supérieure. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc c'était juste un moyen d'arriver à mon objectif. Donc dès mars 2005, j'arrive, je fais les concours des écoles de commerce en mars. Je vois que je suis pris. La prépa, ça m'a bien rodé. Bah, dès mars, en fait, j'ai complètement laissé la prépa. D'accord. Et je suis parti faire de l'intérim parce que j'étais déjà dans la prochaine étape de l'école de commerce où il fallait payer 5000 balles l'année. Et je me suis dit, il faut que je fasse de l'argent. Tu valides pas à la fin de la 2e année une sorte de diplôme avec des... Non, en fait, si tu veux, il y a 2 choses. C'est que la prépa, c'est censé te préparer à un concours. D'accord. Donc au final, en fait, c'est pas tu passes ou tu redoubles, c'est est-ce que tu as le concours ou tu l'as pas. Après, bien évidemment, il y a un conseil de classe et ce conseil de classe décide ou pas de t'accorder l'équivalence. Après, moi, je me suis toujours débrouillé, il y avait un proviseur. Et après, en général, tu valides une équivalence sur une seule matière. Et comme je disais, l'anglais, tu vois, en prépa, j'étais le plus nul dans toutes les matières sauf en anglais. Et j'étais le meilleur. D'accord. Et donc, ils m'ont validé mon truc en anglais parce que j'avais la moyenne, tu vois. J'ai eu le DUG en anglais, l'ancêtre de la licence. J'ai eu le DUG à la Sorbonne en anglais. Et après, je suis passé en école de commerce direct. Est-ce qu'aujourd'hui, quasiment 20 ans après, c'est toujours le même procédé ou ça a changé au niveau de Cagne et Hippocagne? C'est toujours le même procédé. D'accord. Donc une personne qui regarde l'interview... Ah ouais, allez en prépa. Vous allez bouffer, mais allez en prépa parce qu'après, le reste de votre vie, en fait, vous allez se sentir en vacances. T'as la tête sous l'eau pendant 2 piges. Tous les week-ends, tu vas à la bibliothèque, mais c'est un délire. Hein. Tu sors de ça, école de commerce, directement. Ouais. Tu choisis laquelle? Alors, même l'école de commerce, c'est un délire, tu vois, il faut faire des concours, etc., grande école, tout ça. Moi, ce que je fais, je regarde une école de commerce, il y a de l'international. En fait, j'arrive à 20 piges, c'est la Hesse, t'es au quartier, marre de Paname, mais vraiment marre de Paname, tu vois. Enfin, il faut que je me barre. Donc, je regarde les écoles de commerce et je vois l'ESC La Rochelle. Il y avait aussi une ESC à 3, École supérieure de commerce. Ils ont un programme, ce qu'on appelle maintenant les programmes post-bac. Ça me faisait entre guillemets redoubler une année. Mais en fait, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que le programme, il te proposait 2 ans à l'étranger avec un double diplôme. Ça veut dire, moi, j'arrive à La Rochelle, je fais mon école de commerce, je fais 6 mois à La Rochelle, après je me barre 2 ans à l'étranger. J'ai fait le Maroc, j'ai fait 6 mois au Maroc, 1 an en Angleterre, 6 mois à Budapest. Et après, j'ai un double diplôme en business dans une université anglaise à Bristol. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette école sur le critère du cursus international. Donc c'était une école en 3 ans, en 2 ans? C'était une école en 3 ans avec un master 1 à la clé. Et du coup, j'ai fait cette école pendant 3 ans et après, je suis sorti avec un master 1. Et tu as fait des travails étudiants à côté? Des travails alimentaires? Je fais que ça. Ouais. On a commencé à bosser, à se tomber. On a commencé à travailler. En 4e, on n'avait même pas le droit de travailler, on faisait du ménage. Après, on a tracté ensemble la Urbanax, on a fait tous les concerts, toutes les salles de concert de France, les cinémas dans les centres commerciaux. Donc oui, on a bossé. On a charbonné. Hein. Dès qu'on a eu l'âge de travailler, on a essayé. En plus,
tu es d'une génération comme moi où le Crous de Créteil, d'ailleurs malheureusement je sais même pas si ça s'est amélioré avec le temps, mais à l'époque quand tu étais le Crous de Créteil, le Crous le plus en galère, avec le plus d'étudiants en galère, tu faisais la candidature pour la bourse, tu recevais ta bourse en avril. Moi je me souviens, c'est pas ça va faire pleurer les chômeurs, moi je me rappelle avec des bons souvenirs, j'avais une paire de baskets que j'avais acheté 200 francs au puce, je l'ai gardé de septembre à avril, tu vois, il y avait des trous dedans. Ça, c'était post-bac, tu parles. Ouais, l'année juste après le bac. Moi, c'est différent en fait, parce que moi j'ai fait une école privée, et une école spécialisée aussi, ce qui fait que c'était la constitution du dossier, c'était compliqué, et il lâchait combien? Il lâchait genre 300 € pour l'année. Ouais. Parce qu'il y avait pas, c'était pas validé par l'État. Ah ouais, parce que toi t'es parti dans un bail d'artiste, à G-son, tout ça, ça faisait des instrus, tous les percés dans le hip-hop. Je voulais être le Pharrell Williams. Ah, le Chad, tu sais quoi, il s'appelle comment? Chad Hugo. Chad Hugo, Ouais, exactement. Donc, ouais, le Crous, j'entendais parler, c'était une légende pour moi. Donc, ouais, mais en fait, 100 €. Voilà, et le délire en fait, c'est quoi? C'est que t'es là, tu faisais la demande de bourse, tu galérais pendant 6 mois et t'avais pas d'oseille, et après, mois d'avril, tu reçois ce qu'on appelait le rappel, tu reçois 8 mois de bourse d'un coup. Donc t'es là, t'as 18 piges, tu reçois 1500 € de bourse toute l'année, et t'es loin après, t'es là, tu vas au grec, tu prends un cheese avec le grec. Un truc de ouf. Double fromage. Tu te mets bien. Exactement, mais sinon, ouais, après sur les tafs, ouais, j'ai vraiment fait de tout. Et c'est marrant parce que tu vois, même dans les taf étudiant, plus tu travailles tôt, plus tu charbonnes, plus tu peux après réussir à avoir des ascensions sociales, même dans les taf étudiants. Moi, j'ai commencé, je faisais le ménage, j'ai travaillé, je tractais, donc on tractait Urbanac les soirs, les week-ends, dans les cinémas, les salles de concert. Tu vois, quand j'étais en prépa, l'avantage aussi de parler anglais, j'ai bossé beaucoup en intérim aussi, DHL, des 24 heures, des 20 heures minuit, tout ça, à trier des colis. Et après, j'arrive un jour à l'intérim, ils me disent, oh, vous parlez anglais, ils m'envoient à l'intérim à la Défense. Et après, j'arrive à la Défense, la meuf, elle me parle, elle me dit, ouais, il y a un entretien, tout ça, est-ce que vous parlez anglais? Je lui dis, t'inquiète, je parle anglais. Elle me dit, ouais, t'inquiète. Je lui dis, t'inquiète, je parle anglais. Et limite, je lui ai mis un coup de pression pour qu'elle me donne le poste, tu vois. Et en fait, le poste, c'était quoi? C'était un poste de surveillant d'examen pour tous les examens, pour aller dans les facs anglaises, le TOEFL, le GMAT, pour faire des MBA, même des examens pour les médecins, pour qu'ils s'expatrient et tout. Et moi, j'arrive, en fait, je décroche ce taf, je sais pas trop comment. Et après, pour préparer l'école de commerce, comme je t'ai dit, ça, c'était un taf que je faisais pendant les vacances scolaires, en période scolaire, et je faisais tout l'été. Après, je travaille dans des entrepôts avec des Pakistanais à la plaine, des gros sites de vêtements. Après, le summum, c'était juste avant d'aller en école de commerce, tellement il me fallait de l'oseille, j'ai trouvé un plan à Beaujon, à l'hôpital, pour travailler dans les urgences la nuit. Et du coup, la journée, je travaillais dans le centre d'examen, et la nuit, je travaillais dans le truc. Ah non, mais il n'y a que ça de vrai, tu vois. C'est fou, hein. Franchement, c'est impressionnant. Mais après, c'est ça, quand tu dois payer une école privée, quand tu veux pas demander au daron. Et c'était combien l'année? C'était 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €, après plus le loyer, après plus tout ça, tu vois. J'étais à La Rochelle. J'étais à La Rochelle, exactement. Donc, il fallait manger, il fallait faire le loyer, etc. Mais bon, après, on s'en est sorti, tu vois, il y avait la bourse aussi. À partir de quel moment tu t'es dit que l'école, c'est important, mais que c'était pas l'essentiel d'une carrière? Quand je suis sorti d'école de commerce, c'est une très bonne question. Ouais. Je sors d'école de commerce, donc j'ai continué à charbonner à côté. En Angleterre, j'ai arrêté d'aller à l'école en octobre. De ta première, deuxième, troisième année? Non, j'étais en troisième année en licence. Ouais. Erasmus en Angleterre, je suis toute l'année en Angleterre. Donc je bosse à côté et j'arrête d'aller à l'école en octobre parce que le système anglais est complètement différent. C'est-à-dire que t'es évalué sur un devoir plus un examen final sur chaque semestre. Et moi, en fait, j'avais besoin d'argent, je devais travailler, donc j'ai fait du ménage dans des bureaux. Après, j'ai trouvé un poste dans un hôtel 4 étoiles, je faisais serveur, tout ça. En fait, il y avait moyen d'avoir des bonnes notes sans forcément travailler de ouf. Et on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2005, 2006. On est en 2006, ouais. D'accord. Okay. Et donc, bref, sans trop rentrer dans les détails. Et donc, je continue à charbonner. Donc, il y a un pote à moi qui est en stage à Amsterdam dans une agence de voyage. Il me propose un taf de traducteur en freelance. À l'époque, freelance, je savais même pas c'était quoi. En gros, je suis traducteur, je bosse de mon PC chez moi en télétravail. Télétravail, je te dis ça, c'était en 2006-2007, tu vois. Et donc, ça veut dire que je trouve la planque, je taffe de chez moi en même temps que les études et j'arrive à me faire un SMIC pour payer mes études, pour tout payer, tu vois. Et donc, ouais, un plan de ouf. Et je faisais ça déjà quand j'étais en stage à Budapest et je suis rentré et tout. Et pourquoi je te dis que je me suis rendu compte que l'école, ça servait pas ça faisait pas tout, c'est que quand je suis diplômé, moi, je choisis une filière finance. Parce qu'on voit à cette époque-là qu'en gros, c'est où qu'il y a de l'argent. Ça revient au même fil conducteur, business international. On me dit, il y a de l'argent dans la finance. Trader, tu fais 1 million l'année, tu roules en Porsche, la City, London, t'inquiète. C'est vrai ça. Donc je me dis, c'est vrai, c'est pas des lol, frère. Je l'ai vu, c'est un truc de ouf.
J'ai mon diplôme en 2008, crise des subprimes. On passe sur la grosse polémique des banquiers qui s'en mettent plein les fouilles. Il y avait même le nom bankster à l'époque. Au lieu de gangster, on disait bankster parce que les banquiers, ils avaient pas la cote, mais t'as mal à la tête. Et du coup, grosse crise, gros plan de licenciement. Lehman Brothers, une grande banque américaine, elle ferme. C'est la crise de ouf. Donc même quand tu veux postuler à un emploi, et ben en fait, il y a 10 banquiers qui sont licenciés, qui peuvent prendre le poste pour toi et qui sont prêts à baisser leur salaire. Donc impossible de trouver du taf. Donc je me dis, attends, j'ai fait une école de commerce. Ça, on me vend du rêve, comme tu m'as dit tout à l'heure pour ton école à toi aussi. On me dit, tu vas sortir, tu vas faire 4 000 le mois. Et en fait, je vois chômage. Et c'est là que j'ai eu une réaction, en fait, un sursaut d'orgueil, où je me dis, attends, t'as fait une hippocane, t'as fait une prépa, t'as fait une école de commerce, une grande école. Hein. Ouais, le diplôme, je l'ai, j'ai même un double diplôme. Donc t'es bac plus 5, t'es bac plus quoi à ce moment-là? Bac plus 4. Bac plus 4, d'accord. Et moi, j'ai un sursaut d'orgueil. On me dit, ouais, faut faire un master 2, faut faire ci, faut faire ça. Je dis, écoute, je pense être assez... En fait, on ne veut pas me donner ma chance. Je me dis, ma chance, je vais me la créer tout seul et je vais me créer mon propre emploi. Et donc, c'est là que je commence après à rentrer petit à petit dans les bails, d'entrepreneuriat, etc. Tu vois. Est-ce que pour toi, le modèle des écoles de commerce, il a un avenir? Ouais, il a un avenir. Ouais. Il a un avenir, je pense, sur deux choses. Première des choses, si vous voulez faire une école de commerce, je pense qu'il faut la faire en alternance. D'accord. Parce qu'en fait, l'alternance, ça te permet de gagner de l'expérience professionnelle. Et la deuxième des choses, l'école de commerce, c'est le réseau. De toute façon, même à mon époque, on disait l'école de commerce, t'achètes ton diplôme, je sais pas quoi, en fait, c'est parce que tu payes que tu vas avoir ton diplôme. Après, tu as des bails dans les écoles de commerce, tu vois, t'as pas ton examen, tu fais un rattrapage. Moi, j'ai des potes, ils se faisaient recaler des rattrapages, on leur faisait un rattrapage de rattrapage pour te dire que, tu vois, des fois, il y a des traitements de faveur, tout ça. Mais en gros, moi, j'ai des connexions dans les écoles de commerce que j'ai eues aujourd'hui, mais même à l'étranger, tu vois, quand j'ai fait mes stages et tout, que j'ai jusqu'à encore aujourd'hui. C'est des connexions qui peuvent être très utiles pour le business, des connexions, tu vois, c'est du réseau. Même maintenant, tu vois, avec l'expérience que j'ai eue, je vais n'importe où dans le monde, limite, je connais quelqu'un. Et voilà, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et qui a fait l'ESC de La Rochelle. L'ESC de La Rochelle, ou les écoles que j'ai fait en Angleterre à Bristol, ou les gens que j'ai rencontrés pendant mes stages en Hongrie ou au Maroc, tu vois. Et du coup, après, bah, ça te fait un réseau. Donc, c'est là que l'école de commerce, elle est très importante, tu vois. Et c'est là que c'est important, je pense, l'alternance et le réseau. Est-ce qu'on doit voyager aujourd'hui pour s'ouvrir aux autres? Pour moi, c'est salutaire, le voyage. Parce qu'à un moment dans ta vie, tu vas saturer de là où tu es et tu vas devoir, en fait... sortir de ton environnement pour revenir. Par exemple, tu vois, moi j'ai des potes à moi, à 25, 30, 35 ans, ils disent, j'en ai marre de la France, faut que je m'expatrie, faut que j'aille faire mon expérience, etc. Moi j'ai eu la chance de faire ça à 18 ans, 19 ans. Et tu vois, on a un vrai problème en France avec l'identité, surtout les gens qui sont les gens issus de la diversité, etc. On se dit, est-ce qu'on se sent français, on est rejeté dans notre pays, etc. Et en fait, tu as un malaise. Moi, ce malaise, je l'ai eu, voilà, à 19 ans, etc. Et ce que je me suis dit, je suis sorti, 2 ans, et limite, en fait, la France, ça m'a manqué 2 ans après. D'accord. Tu vois, t'as la CEPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, ça te manque, le système social français, le système éducatif. Tu te rends compte, en fait, des avantages de la France quand tu sors. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Donc, je suis revenu en France en 2007, 2008, ouais, j'avais 21 ans. Et donc, j'ai vécu à l'étranger et je suis revenu. Ça veut pas dire après que je vais pas repartir à l'étranger, mais au moins tu es à l'aise avec toi-même, tu es en paix avec toi. Donc ça veut dire que quand tu vas retourner pour faire du travail, pour faire du business ou autre, ben t'es plus en mode te dire je suis frustré, j'ai jamais bougé, je l'ai jamais fait, etc. Donc déjà ça te fait une ouverture en termes de carnet d'adresse, ça te fait une ouverture en termes d'expérience professionnelle, mais après tu as des personnes qui sont, voilà, ça se trouve le simple fait de bouger de Paname pour aller en province, aller dans un autre cadre, ben, ça aussi tu vois, donc voyager pas forcément à l'étranger, mais c'est clair qu'après ça aide toujours quoi, sur le CV, sur la personnalité, etc. On va attaquer un aspect qui est plus banlieue, ouais. qui est plus notre environnement. Quand on vient de banlieue, pourquoi des fois il y a un certain manque de confiance? Il y a ce manque de confiance qu'on peut avoir quand on arrive sur le marché du travail. Et quel conseil donnerais-tu pour supprimer ce blocage? Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de facteurs. Pour moi, le premier facteur, bien évidemment, c'est un facteur social. Et il faut pas en fait dramatiser la chose, je pense. Si tu veux, on est issu d'une génération où nos parents sont des immigrés. L'immigration, c'est un voyage. Tu as un voyage d'un pays à un autre. Et nous, dans ce pays-là, eh ben, on voyage à travers les couches sociales. Il y a le concept, moi j'aime pas trop ce mot. Je sais pas si je l'aime. C'est pas que je l'aime pas trop parce qu'il est, je le trouve pas juste ou quoi. Mais il y a le concept de transclasse.
En fait, c'est le mot qui me plaît pas en termes de mots, mais c'est un concept qui est valable. Tu vois, tu es là, tu voyages entre les différentes couches sociales, tu es à l'aise aussi bien dans le bendo que dans le 16e avec des gens, tu vas parler avec des top managers, mais aussi avec la femme de ménage, etc. Et tu te rends compte qu'on est des mutants dans cette société, et on arrive, tu vois, à s'adapter à tous les niveaux. Donc, il y a ce côté-là social. Comment tu deviens un caméléon pour, voilà. Moi, je mets au même niveau la capacité à parler une langue étrangère pour aller voyager que la capacité à parler une langue d'un autre niveau social pour pouvoir s'intégrer. Et après, quand tu dis que ouais, on n'est pas à l'aise ou quoi, ou autre, ben, un mec du 16e, il va dans le 9-3, il est autant pas à l'aise que toi, tu vois. Mais ce côté social, je me dis, il est normal, c'est quelque chose qui s'acquiert, tu vois. Ben, je reviens à mon expérience, moi, quand je suis parti en prépa, j'ai dit à mes deux potos, venez. Ils m'ont dit, vas-y, je suis là, tu vois, c'est pas la peine, c'est pas pour nous. Donc, eux, ils sont partis, ils ont fait leur vie, moi, j'ai fait ma vie. Donc, il y a aussi ce côté aventurier, aller à l'aventure. Et souvent, en fait, ce qui va faire ton succès dans le business ou dans la vie, c'est de prendre les chemins où les gens, ils osent pas aller. Il y a l'effet aussi d'avoir peur peut-être de sortir de son environnement. Il y a de l'autocensure aussi. Il y a beaucoup, bah, tu disais tout à l'heure, tu parlais de plafond de verre, tu as tout ce qui est développement personnel ou autre, même si tu vois, on pourra aborder ce sujet-là. Mais en fait, tu as ce côté-là où on se dit, voilà, c'est pas pour nous, on se met des barrières, c'est impossible et tout. Moi, j'aime bien une phrase, c'est « ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Est-ce que toi, tu as dû travailler 2 fois plus pour obtenir soit un travail ou pour montrer que tu étais légitime? Oui, il faut travailler 2 fois plus. De toute façon, si tu veux réussir, il faut travailler. Moi, je dirais même, il faut travailler 10 fois plus. Parce que c'est que la valeur d'une personne, c'est à son travail. Après, moi, je ne vais pas forcément dire de travailler 10 fois plus. Peut-être qu'en fait, il faut juste travailler intelligemment et déceler là où il y a un besoin, là où il y a quelque chose, pour se rendre indispensable. Mais en général, c'est ton travail qui va faire en sorte que tu développes ton réseau, que tu attires vers toi des opportunités. Et voilà, quand tu viens de nulle part, quand on ne te connaît pas, c'est ton travail qui va faire la différence. Et je pense que toi aussi, tu es bien placé pour en parler. Donc, travailler 2 fois plus, 10 fois plus, je vois pas la différence. Moi, je vois juste travailler jusqu'à ce qu'on reconnaisse en fait ta compétence et qu'on te donne la place qui t'est due. Comment partir de zéro quand on ne vient pas de l'entrepreneuriat ou bien que nos parents ils n'ont pas le capital pour nous aider à lancer le projet? C'est une très bonne question. Tu vois, moi, ça me fait penser à une vidéo de Donald Trump qui parlait, en fait, il disait, ouais, moi, j'étais en galère, j'ai commencé avec un petit prêt, une petite donation de mon père d'1 million de dollars. Ok, il a commencé avec 1 million de dollars, mais 1 million de dollars, faut y arriver au milliard qu'il a, tu vois. Donc, voilà, il a des Trump Towers partout. Tu vas dans toutes les villes aux States, il y a une Trump Tower. Moi, je l'ai vu à Chicago, je l'ai vu à New York. Il y a Atlantic City, c'était le Las Vegas de la côte Est, qui l'a grandement contribué, même si maintenant c'est en faillite. Le mec, il a bossé lui aussi, tu vois. Donc, il faut travailler. Moi, j'aime bien un proverbe arabe qui dit « Celui qui a sa langue, il sera jamais perdu ». Le vrai sens du proverbe, c'est qu'en gros, tu trouveras toujours ton chemin si tu as ta langue pour demander quel chemin emprunter. À part si c'était à Paname, et les gens à Paname, ils disent bah, à gauche alors que c'est à droite. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler, certes. Maintenant, tu as la plus grande encyclopédie du monde qui s'appelle YouTube. Tu as des vidéos sur tout et n'importe quoi. Et donc, tu peux trouver des infos sur ce que tu veux. Il y a des tutos sur tous les domaines. Et voilà, il faut juste chercher. Il faut connecter avec les gens, il faut se renseigner, il faut poser des questions. Et au bout d'un moment, en fait, c'est comme une serrure. Tu vas essayer de tourner jusqu'à ce que ça te prenne, quoi. Et mon meilleur exemple, moi, c'est mon associé. Il est sorti d'un BEP. Il a travaillé lui aussi. Il a charbonné encore 10 fois plus que moi, tu vois. Moi, je suis un privilégié à côté de lui. Il a travaillé en tant qu'éboueur. Il a travaillé dans des casse-dalleries, au SMIC, au Black, tout ça. Et au bout d'un moment, il a dit non, je vais arrêter et je vais devenir développeur. Je vais devenir informaticien. Il s'est formé sur Open Classroom. Open Classroom, c'était payant. Il a pris la formule gratuite. Après, il a migré sur YouTube. Dès que sur Open Classroom, il a commencé à savoir ce qu'il y avait. Il n'y a pas d'excuse. Et là, après, il a développé son produit. Il a monté sa start-up. Tu vas arriver, en fait. Faut juste avancer. Il y a depuis quelques temps sur les réseaux, tu sais, la grosse mode du développement personnel et aussi parallèlement à ça de l'entrepreneuriat avec souvent des modèles américains type Elon Musk, Steve Jobs. Est-ce que pour un jeune sans diplôme, c'est la solution? Il n'y a pas deux solutions, comme tu le dis, avec une majuscule. La solution, c'est une solution. J'ai toujours été bousillé par l'entrepreneuriat, même si j'ai pas encore pété le million, même si je sais pas si je vais le péter un jour, mais c'est une vocation, t'as envie en fait, tu vois.
tu as envie de faire un truc, tu as envie. Il faut voir aussi, tu vois, c'est quoi les Américains, ils aiment bien parler du why. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi t'entreprends? T'entreprends parce que tu as envie de faire de l'argent, ça peut être une motivation à part entière. T'entreprends parce que tu as envie de résoudre un problème, tu as envie d'améliorer la vie des gens. Mais en fait, il y a des gens, ils sont pas du tout dans ça. Il y a des gens, ils aiment bien travailler, avoir leur petite routine, leur week-end, leurs 12 RTT l'année, et ils posent pas de problème. Donc il y a une mode, certes, la mode, elle envoie du rêve, mais après, comme le dit le proverbe, Dieu choisira les siens. Pour un jeune qui n'a pas de diplôme, oui, ça peut être une solution. Et moi, je pense que c'est bien comme ça d'être ambitieux, de faire son truc. De toute façon, tu vas apprendre. Et si tu vises la lune, au pire des cas, tu vas descendre dans les étoiles. C'est-à-dire qu'un jeune sans diplôme, moi, je préfère qu'il se mette dans l'entrepreneuriat à fond, il cherche des trucs et tout. Et au pire des cas, il va juste avoir assez de qualifications après pour avoir un taf qui serait mieux que s'il était resté à galérer, tu vois. Il y a une dizaine d'années, tu avais sorti un projet intéressant, mais qui finalement, il n'a pas fonctionné. Est-ce que pour toi, ça a été un échec ou un apprentissage? Les deux. Les deux. Donc, mais un échec, c'est un apprentissage dans tous les cas. Donc, pour situer le contexte, en sortant d'école de commerce, comme je t'ai dit, j'étais traducteur, je bossais de chez moi, j'avais du temps, je cherchais du taf, je trouvais pas de vrai taf. Et après, j'étais dans cette réflexion de faire mon propre taf. Donc, il y a un ami qu'on a en commun qui s'appelle Yacine, from Switzerland, dédicace, qui me met en contact avec Alphonse. Alphonse, c'est un ancien. Il a un projet, il cherche quelqu'un pour lui traduire des documents en anglais. Donc moi je rentre avec lui, je lui dis écoute, donne-moi tes documents et tout. Et de là, de fil en aiguille, en fait, je lui traduis, je lui dis mais ton projet il est lourd, vas-y, on y va et tout, il y a un truc à faire. Donc on avance. Donc c'était une cible en fait pour permettre aux footballeurs d'apprendre à tirer. On essaie de le présenter à des clubs, on fait des événements, on vend à certains clubs, mais en fait c'est compliqué pour plusieurs facteurs. Et à un moment en plus on se fait piquer l'idée par Nike. J'avais un brevet, mais après c'était trop fort, tu vois. C'était la machine de Nike. Ils se sont arrangés, ils sont passés par une agence de com. Donc après voilà, donc on essaie. Ils n'ont pas essayé de vous racheter, ils n'ont pas fait une tentative. Non, ils s'en foutent. T'es trop faible. Après plus tard, maintenant tu te rends compte qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une boîte elle te rachète? C'est le portefeuille client, c'est la propriété intellectuelle, c'est la barrière à l'entrée, c'est le chiffre d'affaires que tu fais par exemple. Mais tu fais pas de chiffre, t'es pas rentable. Nous, à la base, on n'a pas d'argent, on n'a pas les reins solides. Donc au bout d'un moment, toi t'es au RSA, tu pètes un câble. Donc tu te dis, j'en ai marre de l'entrepreneuriat. Là, j'ai surtout besoin de stabilité et je vais vers le premier SMIC qui tombe dessus. Alors qu'à la base, t'as fait un bac plus 4 sur l'école de commerce. Tu as tout ça pour te dire qu'après, c'est des montagnes russes et la situation que tu acceptes, elle dépend aussi du contexte dans lequel tu es, tu vois. Après, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et tu vois, quand on parle de travail et de résultats, ça m'a permis d'accumuler aussi un certain réseau. Et tu vois, je me suis fait des connexions il y a 10 ans grâce à ce travail-là, que j'entretiens toujours aujourd'hui et qui me servent dans mon business actuel. Donc en fait, rien n'est jamais perdu. D'accord. Si tu le considères comme tel, parce que si tu penses que tu es perdu, après, il n'y a personne qui pourra te convaincre. Tu connais le colonel Sanders? KFC. Voilà, il a commencé à quel âge? Il a eu plus de 60 ans. C'est pour ça qu'il a un logo KFC. C'est pour ça qu'il y a un logo KFC où il est vieux, tu vois. Tu sors au 4e trimestre 2020 un appareil 100% Made in France. Il s'appelle Mirabeau. Alors j'explique un peu le concept. C'est un appareil avec un casque virtuel qui est destiné à l'apprentissage de l'anglais aux enfants. Et moi ça me touche parce que je l'ai acheté et je l'ai fait tester à mon garçon. Il l'aime beaucoup. Et dedans tu as un concentré de toutes les technologies actuelles, c'est-à-dire applications, casque, hologramme qui apparaît. Raconte-nous un petit peu cette aventure et la jeunesse de ce produit-là. Alors, t'as du temps, ça va? Ouais, j'ai du temps. Je vais le présenter aussi. Donc Mirabeau, la révolution éducative. Mirabeau, c'est pas que moi, c'est surtout Ahmed, mon associé. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, autodidacte. Lui, en fait, il commence jeune père de famille. Il se forme au code à Internet, il développe des sites Internet et il se rend compte très rapidement que sa fille, donc c'était il y a 4 ans, elle passe ses journées sur la tablette. Il commence à percuter, il se dit c'est chaud. Ma fille, elle passe sa journée sur la tablette. Elle a quel âge à l'époque? À l'époque, elle avait 6 ans. D'accord. Tu vois, et donc il se dit mais c'est dangereux. Je maîtrise pas ce qu'elle fait. Tu connais comment c'est YouTube, des pubs. Tu peux vite virer sur des vidéos bizarres. Donc il se dit il faut que je fasse quelque chose. Et donc il est passionné de réalité augmentée, réalité virtuelle. Il se dit faut que je réfléchisse à faire la meilleure application pour ma fille. Et du coup il réfléchit. Il se dit bon qu'est-ce qui serait utile à ma fille? Si elle a pas de diplôme comme ça, il se dit c'est l'anglais. Pourquoi? Parce que lui, il s'est formé au code tout seul. Donc, quand tu te formes au code sur Internet, il faut regarder des tutos. Quand il y a une nouvelle technologie qui sort,
faut regarder la doc. Quand tu fais de la veille pour savoir qu'est-ce qui va sortir, bah, tu regardes des trucs, et les plus en avance, c'est les States ou l'Asie. Mais en fait, que ce soit les States ou l'Asie, tout se passe en anglais. Donc lui, en fait, c'est un mec, il est branché, quand il parle pas anglais, il est branché Google Translate. Et du coup, il s'est dit, bah, ma fille, faut qu'elle apprenne l'anglais. Donc il s'est dit, il va faire un truc, c'était l'époque, Pokémon Go, tout ça, on va faire un truc, réalité augmentée, réalité virtuelle, on va mettre de l'anglais, des personnages et tout. Et voilà, donc lui, il teste sur sa fille elle aime bien, il va voir ses voisins, ça marche. Il dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Donc 1 ou 2 ans plus tard, après le projet, nous, on se rencontre dans un événement, Startup Weekend, tout ça, dans le 9-3. On garde contact. Et 1 an plus tard, il met un truc sur Facebook, ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main, s'il y a quelqu'un qui veut venir, même pas dans l'optique de s'associer ou quoi. Donc on se donne rendez-vous, moi je sais qu'il a un truc pour les enfants, je ramène mon petit-neveu. Moi, il faut que je teste, tu vois, qu'est-ce qu'il fait. Là, à ce moment-là, il a quoi? Lui, il a rien? Il a quoi? Il a un carton avec... Non, il a quand même bossé, tu vois. Il a quand même l'idée, la pédagogie. En fait, il a une leçon en prototype. Il a déjà un prototype de casque, le livre, avec une leçon sur son téléphone. Donc moi, je ramène mon petit-neveu, je fais mon petit-neveu test, avant de parler avec lui, tu vois. Et du coup, mon petit-neveu, il teste, il fait « Waouh, truc de fou et tout », il est tout excité. À l'époque, on se retrouvait à la bibliothèque François Mitterrand, on faisait des réunions là-bas et tout. Et après, c'est comme ça, tu vois, qu'on a commencé. Donc on a commencé avec une première leçon. L'idée, c'était de lancer le truc. On a commencé à structurer, faire une boîte, essayer de chercher des partenaires, etc. Et de fil en aiguille, on a réussi à lancer le produit 2 ans plus tard. Techniquement, quand tu débutes une aventure comme ça, tu crées quoi comme entreprise? Une SARL, une SAS? Tu vas demander des partenariats, des incubateurs, ou tu fais comment? De toute façon, ce qu'il faut faire, à mon avis, avant de prendre des engagements entre guillemets financiers à créer une boîte, des dépenses qui pourraient être inutiles, la première chose, c'est de tester son idée. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti dans des salons pour les enfants. On a pris des salons Startup for Kids. Tout le monde passe, les parents, les enfants, et tout le monde teste, et tout le monde, voilà, tu reçois des feedbacks, quoi, des impressions. Donc ça, c'était la première phase, tester le marché. Après, on a fait quoi? On a pris notre voiture, on est parti en Allemagne, plus grand salon de jouets du monde. Et on est parti, on a vu les gens du business du jouet pour tester ce qu'ils racontaient, tu vois. Donc on a vu que, ouais, il y avait pas petit intérêt, les tu vois. les Hasbro, les... Exactement, voilà. Là, c'était plus les acheteurs que les fabricants. On est parti voir les Mattel, Hasbro sur leur stand pour voir qu'est-ce qu'ils préparaient. Parce que le jouet, à chaque fois, tout se fait 1 an avant. Et après, on est parti, on a regardé et on a vu que dans le marché, on apportait une certaine innovation. Et de l'autre côté, que les acheteurs, il y avait peut-être un petit intérêt, tu vois. Et après, on a trouvé des partenaires avec qui pouvoir produire, etc. On a créé la boîte, on va dire, dès qu'on a vu la validation au niveau du marché, des utilisateurs et au niveau du business. Et après, pour répondre à ta question, quand tu es une start-up, c'est une entreprise qui a vocation à se financer avec des investisseurs le temps d'être rentable. Donc en fait, tu optes pour une SAS, qui est le statut d'entreprise dans lequel tu peux le plus facilement vendre des parts et rentrer des investisseurs et sortir. Après, si tu as un business type commerce de proximité, c'est peut-être plus intéressant de prendre une SARL. Il faut se rapprocher d'un expert comptable ou sur Internet, parce que tu vois, par exemple, une SAS, quand tu vas être salarié de ta propre boîte, c'est moins intéressant que si tu es en SARL. Donc en fait, il y a plein de paramètres, il faut choisir en fonction de celui qui te convient le mieux. L'idée, c'est voir un comptable, il clarifie Ouais, tout. voilà, exactement. Après, tu as des sites comme monentreprise.fr. Et tu vois, par exemple, rien que si tu veux te rémunérer, tu as des simulateurs d'embauche, de fiches de paye, etc. Donc ça te permet de voir exactement. Tu projettes vraiment dans... Exactement, voilà. Comment aujourd'hui tu peux commercialiser un produit qui n'est pas vraiment cher, qui a 40 €? C'est ça. Il a 40 €, tout est fait en France. Il est made in France, mais made in France, en fait, est considéré made in France à partir du moment où tu as 70% du produit qui est en 70%, France. d'accord. Voilà. Nous, le produit, en l'occurrence, il n'est pas totalement fabriqué en France. Le casque, il provient de Chine. On a fait le tour des fabricants français. Il y a ce qu'on appelle la Plastic Valley en France, la vallée de Yonax, un peu dans le sud-ouest, là, vers Lyon et la Savoie, pas loin du Jura. Et du coup, en fait, là-bas, ils produisent... c'est là-bas, par exemple, tu as des fabricants comme Smoby qui fait des jouets pour les enfants. Et du coup, ils fabriquent en France, ils ont leur usine de plastique. Tout le plastique en France, il se produit là-bas. Et eux, ils n'ont pas été en mesure de nous proposer des casques de réalité virtuelle. Ce casque-là, en fait, on le ramène du Chine. Mais tout le reste, l'application et tout ce que tu as mentionné, le support, le packaging, etc., il est fait en France, dans une usine éco-responsable. C'est que tu fais ce qu'on appelle du sourcing, tu cherches des fabricants, tu regardes dans tout, tu vas dans des salons, tu regardes sur AliExpress, tu cherches vraiment, voilà, tu vas chez les industriels, etc. Voilà. Et après, tu trouves le meilleur tarif. Et on a trouvé les partenaires et on a démarré. Après, bien évidemment, pour financer tout ça, comment tu fais? Déjà, tu as le droit à des aides.
Donc, tu as le réseau Entreprendre, c'est un prêt à 0% quand tu commences ta boîte, et avec un accompagnement surtout qui te permet de faire ton business plan bien comme il faut. Tu as la BPI aussi quand tu as une innovation pour permettre d'avoir des subventions. Donc, il faut mettre un petit peu d'argent et réussir à avoir un peu plus de financement. Et c'est ce qui nous a permis de faire nos premiers recrutements, de trouver aussi des développeurs, etc., pour nous aider sur des designers 3D, etc., pour coordonner une équipe pour créer le produit. Vous avez fait appel aux banques ou pas pour payer les salariés, pour constituer l'équipe? Non, on n'a pas fait appel aux banques, on a fait appel à des investisseurs. En général, dans les startups, les banques font très peu confiance. Nous, après, c'est pas dans notre logique, même quand tu regardes aux États-Unis, je regarde pas trop les banques, c'est plutôt de l'investissement, voilà. Et aller voir un investisseur, ça a deux avantages. Avoir de l'argent plus facilement qu'avec une banque. Le fait que l'investisseur partage le risque avec toi, c'est-à-dire qu'il met de l'argent, mais que si tu perds, eh ben, tu n'es pas endetté. D'accord. En échange justement de parts de l'entreprise. Et la troisième, c'est quand tu vas chercher un investisseur, tu vas chercher ce qu'on appelle de la smart money, de l'argent intelligent. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas ce qui fait tout. C'est surtout les connexions, l'expertise, le réseau. Et du coup, nous, quand on va chercher un investisseur, on va chercher quelqu'un qui a de l'expertise dans le jouet et qui, au-delà de son expertise et de son argent, il va nous ramener aussi du business indirectement et de la crédibilité. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après, avec l'argent public, les aides qu'on a eues, plus cet argent-là, ça nous a permis de sortir le produit. Donc Mirabeau, on peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver aussi... Amazon, Fnac, sur notre site mirabolab.com. D'accord. Et pour les gens qui sont en Suisse aussi, c'est en Suisse. Après, on compte exporter Inch'Allah cette année. D'accord. Ça a bien marché ou pas pour le Noël 2020? Numéro 1 des ventes sur Amazon. C'est vrai? Ouais, on a réussi à être numéro 1 des ventes sur Amazon. On est très content. Ouais. Pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, on n'y croyait pas. Tu t'imagines, toi, t'arrives, tu sors un produit de nulle part, tu sors un produit de la street. Tu vois, et, non, franchement, il est beau quand même. Oui, mais regarde, moi je le vois. Mais bien sûr. Je me dis, c'est. Bien sûr, l'objectif. Tu le badges Mattel, tu le badges, je sais pas. Clairement, mais c'est ça le truc. Si tu veux, l'idée, c'est de démocratiser l'éducation. Il y a des valeurs en fait derrière Mirabeau. Donc démocratiser l'éducation. Mirabeau, tu connais peut-être le pont Mirabeau parce que voilà, tu connais pas. C'est ma fille qui m'a fait la réflexion par rapport à ça. D'accord. Elle m'a dit, mais c'est à Paris ça, Mirabeau, c'est quelqu'un qui est connu. Je sais pas, il a dû faire un jeu de mots. Exactement, oui. Mirabeau, en fait, l'origine du nom, c'est Mixed Reality Book. La technologie qu'on utilise, ce qu'on appelle de la réalité mixte, le mix entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Et donc, c'est un livre avec de la réalité mixte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, en fait, Mirabeau, c'est le premier révolutionnaire issu du tiers-état, le premier député, on l'appelait le député du peuple. Si tu veux, c'est de mettre le meilleur de la technologie à un prix très accessible, le mettre entre les mains de tout le monde et surtout de ceux qui à la base n'ont pas les moyens d'avoir une éducation. Et quand on parlait justement d'apprendre les langues, est-ce qu'il faut voyager, etc. En fait, on te dit ouais, tu vas apprendre les langues, il faut aller en immersion, etc. Là, on te ramène l'immersion dans ton salon à tes gosses pour qu'ils puissent apprendre et vivre une langue sans forcément bouger du canapé et à moindre frais. Et au-delà de ça, quand je dis c'est un produit de la street, bien évidemment, c'est surtout les fondateurs, tu vois, qui ont un parcours qui fait que. Mais l'idée, c'est de montrer à travers notre innovation que on peut en fait, même si tu n'as pas eu les codes, même si tu n'as pas eu l'argent, même si tu n'as pas eu les connexions, à force de travail, tu peux réussir à sortir un produit comme ça et à être numéro 1 des ventes sur Amazon. C'est la cerise sur le gâteau. On a eu le premier prix Talent des Cités. Tu te rends compte, c'est un prix national organisé par la BPI et le ministère de la Ville. Sur 750 projets, on a été le numéro 1. Donc au final, tu as la ministre qui t'accueille, qui te fait un discours, qui mentionne ton nom. Donc tu vois, pour les remparts, pour le quartier, pour les gens, c'est une fierté. Et donc c'est vraiment ça, tu vois. C'est un travail, c'est une récompense du travail. Maintenant, c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on a fait des millions. Bien au contraire, on est encore là, on travaille encore, on est en développement. Et maintenant, faut qu'on confirme cette année, il faut qu'on rajoute des fonctionnalités, il faut qu'on développe le produit. Et au moins, on a fait quelque chose. La suite, c'est d'apporter une pédagogie encore plus complète via une formule par abonnement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'ajouter des langues. Et après, la troisième des choses, c'est d'ajouter de nouveaux produits. Toujours dans le thème du meilleur de la technologie entre les mains, justement, du peuple, de l'édu à un prix abordable pour développer le potentiel des enfants. Apporter à notre manière l'égalité des chances grâce à la tech. C'est quasiment de la philanthropie, ton projet. Hein. On essaye de donner du sens, en fait, à ce qu'on fait. Et surtout, on essaye de répondre à un besoin. Parce que déjà, dans le business, si tu veux marcher, il faut répondre à un besoin.
Tout le monde veut éduquer ses enfants, tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, mais c'est surtout un besoin qui a du sens. Tu vois, et dans toutes les actions que tu fais, tu essayes de créer de la valeur et de faire en sorte que ça serve. Moi, je te souhaite d'avoir 1 million d'abonnés, même si moi, la vidéo, il y a un petit qui la regarde ou une personne qui est en difficulté dans sa vie, etc., et que j'ai pas l'arrogance de dire que je vais apprendre aux gens, parce que je suis pas du tout dans ça, mais que ça puisse donner une clé, un mot dans ma vidéo, il apprend à quelqu'un ou il permet d'aider quelqu'un dans une phase de sa vie ou lui permettre de lui donner une idée, ben j'aurais réussi ma vie, tu vois. Et après, ben, le fait de dire aux enfants, voilà, de permettre de donner des vocations ou de leur permettre de leur faciliter leur parcours scolaire, ben t'as gagné, tu vois, c'est exactement ça. On peut retrouver cet objet sur Amazon. Mirabeau, bienvenue dans notre univers. Pour l'instant, il n'y a que l'anglais. On espère qu'il y aura l'italien, l'espagnol, l'arabe aussi. Bien sûr, tout. Le cambodgien. Tout. International. Exactement, c'est notre objectif. Super. Est-ce que tu prépares des futurs projets? Des futurs projets dans Mirabeau, oui, donc je viens de les mentionner. À défaut de s'embourber dans d'autres projets, on essaye d'aider un maximum de personnes. On sait que voilà, il y a des personnes qui sont là, qui ont des idées, etc., qui se posent des questions. Donc déjà, aider des gens à travers notre expérience, c'est déjà un projet en soi. Et après, bah, ça peut, si Dieu veut, même donner lieu à la création d'un fonds d'investissement pour des startups, etc. Tu vois, donc des projets, on est ouvert en fait, on vit au jour le jour, on a une feuille de route par rapport à notre produit, on essaie de faire le maximum pour la tenir, et après, ben, on verra pour la suite, il faut rester connecté. D'accord, donc Amazon et site internet pour Mirabeau. Voilà, et s'il y a des auditeurs qui ont besoin de conseils, ou besoin de contacts, ou besoin de trucs... On peut laisser ton contact? Ouais, bah de toute façon, tu vas sur le site, tu vas sur nos réseaux sociaux, tu t'envoies des messages, tu vois. Nous, c'est avec plaisir, tu vois, qu'on peut... J'ai vu que vous répondez assez rapidement. Ouais, bien sûr. Nous, c'est dans notre ADN, tu vois. On est des gens accessibles, donc... Bah super. Redon, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. plaisir. Inspirant, franchement, c'est vraiment une plus-value de t'avoir reçu. C'est un plaisir de t'avoir... Si ça peut aider les gens, ça peut aider les jeunes. Bien sûr, c'est ça. Plus on est en mode Covid, faut recréer du lien, faut recréer du contact, faut recréer de la valeur. C'est comme ça, hein, l'humain, c'est la clé de tout. Hein. Merci. Avec plaisir. Merci. À bientôt, ciao. À bientôt.